Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Aujourd'hui, nous allons étudier l'innervation extrinsèque du cœur. Cette vue nous présente la face ventrale du cœur, les gros vaisseaux de la base du cœur qui sont de la droite vers la gauche, la veine cave crâniale qui est sectionnée, l'aorte thoracique ascendante qui se poursuit par l'arc aortique et le tronc de l'artère pulmonaire avec la bifurcation en artère pulmonaire gauche et en artère pulmonaire droite. En haut de la figure, nous voyons le larynx dont fait suite la trachée. Plaquée contre la trachée, nous avons la glande thyroïde et latéralement, nous avons ici le nerf vague gauche et à droite, nous avons le tronc sympathique latéro-vertébral droit. L'innervation extrinsèque du cœur est assurée par des systèmes, le système cardiomodulateur et le système cardio-accélérateur. Le système cardiomodulateur est réalisé grâce aux deux nerfs vagues, le nerf vague gauche représenté sur cette figure et le nerf vague droit qui se trouve normalement ici, mais qui n'est pas représenté sur cette figure pour ne pas trop la surcharger. Le système cardio-accélérateur est formé par le tronc sympathique latéro-vertébral. Ici, nous avons le tronc sympathique latéro-vertébral droit, mais comprenez que ce système est symétrique et bilatéral. Et normalement, nous avons le tronc sympathique latéro-vertébral gauche ici, qui n'est pas représenté pour ne pas trop surcharger la figure. Alors, l'innervation parasympathique est assurée par les deux nerfs vagues droit et gauche. Ici, nous avons le nerf vague gauche. Le nerf vague gauche constitue la 10e paire crânienne. Il naît au niveau de la face dorsale de la moelle allongée, dans le noyau cardio-pneumo-entérique. Il quitte la boîte crânienne et traverse les troncs supérieurs et inférieurs au niveau de la base du crâne, chemine dans l'angle diède jugulo-carotidien, c'est-à-dire l'angle diède formé par la carotide commune interne et la veine jugulaire interne. Le nerf vague, au cours de son trajet cervical, donne 3 types de nerfs cardiaques cervicaux. Ici, nous avons le nerf cardiaque cervical supérieur et par là, nous avons le nerf cardiaque cervical moyen et ici, nous avons le nerf cardiaque cervical inférieur. À droite, c'est pareil, le nerf vague droit qui n'est pas représenté va également donner ces 3 types de nerfs cardiaques cervicaux.
Ici, nous voyons les troncs sympathiques latéraux vertébrales qui présentent un premier ganglion cervical supérieur. Et ici, nous avons le ganglion cervical moyen. Et par là, nous avons le ganglion cervico-thoracique. Ces deux ganglions sont situés dans la cavité thoracique. Ils sont appelés des ganglions thoraciques. Le tronc sympathique latéro-vertébral va donner, tout comme le nerf vague, trois types de nerfs cardiaques cervicaux. Ici, nous avons le nerf cardiaque cervical supérieur qui est issu du ganglion cervical supérieur. Par là, nous avons le nerf cardiaque cervical moyen qui est issu du ganglion cervical moyen. Et par là, nous avons le nerf cardiaque cervical inférieur qui est issu du ganglion cervico-thoracique. Ce qui nous fait en total 12 nerfs cardiaques cervicaux, les 3 nerfs cervicales cardiaques issus du nerf vague et les 3 nerfs cardiaques cervicaux issus du tronc sympathique, à droite comme à gauche. Donc, ça nous fait 12 nerfs cardiaques cervicaux. L'ensemble de ces 12 nerfs cardiaques cervicaux issus du nerf vague droit et du nerf vague gauche, plus les deux troncs sympathiques latéraux vertébrales, vont converger au niveau de la partie supérieure de la cage thoracique dans le médiastin supérieur, en avant de l'arc aortique et du tronc pulmonaire pour former deux types de plexus. Un plexus artériel qui va se situer en pré- et rétro-aortique et un plexus veineux qui est normalement situé à la face dorsale de la veine cave supérieure. Il n'est pas représenté sur cette figure. De ces deux plexus artériels et veineux naissent des filets nerveux. Des filets nerveux qui vont accompagner les artères coronaires. Ici, nous avons le filet nerveux qui accompagne l'artère interventriculaire antérieure, qui n'est pas représentée sur cette figure. Et ici, nous avons des filets nerveux qui vont cheminer dans le sillon coronaire droit. Ces filets nerveux, constitués d'une part par le nerf vague qui a une activité parasympathique et d'autre part par les troncs sympathiques latéraux vertébraux responsables du système cardio-accélérateur. Ces filets nerveux vont moduler le rythme cardiaque en fonction du besoin de l'organisme, soit en l'accélérant grâce à la composante orthosympathique, soit en le diminuant grâce à la composante parasympathique. Donc, pour comprendre l'innervation extrinsèque du cœur, il faudra se rappeler que cette innervation extrinsèque du cœur est assurée par deux systèmes. Le système cardiomodulateur
qui est réalisé par les deux nerfs vagues droit et gauche, et le système cardio-accélérateur réalisé par les troncs sympathiques latéraux vertébraux cervicaux droit et gauche. Cette innervation extrinsèque du cœur module l'activité cardiaque en fonction du besoin de l'organisme. Nous allons profiter de cette étude sur l'innervation extrinsèque du cœur pour traiter l'anatomie du nerf laryngé inférieur. L'anatomie du nerf laryngé inférieur constitue une question que nous posons fréquemment à nos DS de chirurgie. Le nerf vague gauche que vous voyez sur cette figure descend dans l'angle diède formé par la carotide interne et la veine jugulaire jusqu'au niveau de l'orifice crânial du thorax. Au niveau de l'arc aortique, le nerf vague gauche va donner sa branche récurrente appelée le nerf laryngé inférieur gauche. Donc le nerf laryngé inférieur gauche naît du nerf vague gauche au niveau de l'orifice crânial du thorax, en avant de l'arc aortique. C'est ici l'arc aortique, la partie horizontale. Le nerf laryngé inférieur passe en avant de l'arc aortique, passe entre l'arc aortique et le tronc pulmonaire pour remonter dans l'angle diède trachéo-œsophagien, c'est-à-dire l'angle formé par la trachée en avant et l'œsophage en arrière, pour rejoindre le larynx. Le nerf vague droit, qui n'est pas représenté ici, va donner naissance au nerf laryngé inférieur droit au niveau de l'artère subclavière droite. De ce fait, le nerf laryngé inférieur droit a un trajet purement cervical. Ceci est fondamental à connaître pour ne pas se tromper dans la description de ces deux nerfs laryngés inférieurs. Le nerf laryngé inférieur, qui n'est pas représenté sur cette figure, mais imaginez que le nerf vague droit est par là, descend dans l'angle diède jugulo-carotidien, passe en avant de l'artère subclavière droite. À ce niveau, le nerf vague droit va donner le nerf laryngé inférieur droit qui passe en avant de l'artère subclavière droite, passe à la face postérieure de celle-ci pour atteindre le larynx en passant dans l'angle diède trachéo-œsophagien. Donc, à gauche, le nerf laryngé inférieur que vous voyez par là naît en avant de l'arc aortique du nerf vague gauche, passe entre l'arc aortique et le tronc pulmonaire pour atteindre le larynx en remontant dans l'angle diède trachéo-œsophagien. À droite, le nerf laryngé inférieur droit a un trajet purement cervical. Il naît du nerf vague en avant de l'artère subclavière droite et remonte dans l'angle diède trachéo-œsophagien pour rejoindre le larynx. Ces deux nerfs
laryngé inférieur droit et gauche vont prendre en charge l'innervation de tous les muscles de larynx sauf un, c'est-à-dire sauf le muscle cricothyroïdien que vous voyez sur cette figure. Deux mots concernant l'application clinique par rapport à ces deux nerfs laryngés inférieurs. Nous avons dit tantôt que le nerf laryngé inférieur naît du nerf vague gauche et passe entre l'arc aortique et le tronc pulmonaire. Si vous vous rappelez, la bifurcation trachéale se trouve à ce niveau. Et la branche principale gauche va passer sous l'arc aortique. Ce rapport anatomique entre le trajet du nerf vague gauche et la branche principale gauche explique si un cancer bronchopulmonaire se développe aux dépens de la branche principale gauche, la survenue de dysphonie ou de troubles au niveau de la voix. C'est-à-dire un cancer bronchopulmonaire qui se développe aux dépens de la branche principale gauche va évoluer dans son propre compte pour envahir le nerf laryngé inférieur gauche. Cela voudrait dire quoi? Si vous recevez en consultation un patient fumeur qui présente des troubles de la voix, type dysphonie, il faudra penser à ce diagnostic. Ce diagnostic de cancer bronchopulmonaire gauche, compte tenu du rapport du nerf laryngé inférieur gauche et de la branche principale gauche. Un autre rapport intéressant se fait avec les lobes inférieurs de la glande thyroïde. Au cours des thyroïdectomies totales, il faudra faire extrêmement attention pour ne pas abîmer les deux nerfs laryngés inférieurs. La lésion de ces deux nerfs laryngés inférieurs peut être mortelle pour le patient. Et s'il est connu en père opératoire, il faudra réaliser une trachéotomie pour éviter la suffocation du patient. Si un seul nerf laryngé inférieur est abîmé, le patient va avoir une voix bitonale en post-opératoire. C'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. On se donne rendez-vous pour une prochaine. Au revoir et à bientôt.